essayer de créer la plus mauvaise plomberie du monde, dans le sens où on va faire en sorte que ce bruit soit maintenu dans le temps et puisse vraiment exister en tant que son. Donc ça va vraiment être une pièce, je pense, très sonore. On va essayer de le spatialiser au maximum. Et donc on aura comme... C'est-à-dire que pour les comparaisons que j'ai souvent, moi, on dirait un énorme ventre qui est en train de en digestion. Donc là, c'est pas des bruits très agréables en réalité, mais comme ici ils vont être travaillés et qu'on va les maintenir, théoriquement il va se créer autre chose. Pour une fois, les éviers, etc. sont vraiment dispatchés dans l'espace. Il y en aura des très hauts, etc. Et donc on va avoir accès aux contreformes des éviers. Et pour une fois, ils seront mis en évidence aussi. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. On va essayer un coup. Plutôt propre, quoi. Ouais, ça va. On sent que c'est stable. C'est bizarre, ça ne vide plus là. C'est trop haut en bas? Ah, ça y est. Bah, c'est là. Ah bah oui, c'est là. C'est nettement là. Tu te rends compte, il continue de buller, mais en fait, le niveau de l'eau est tellement bas que la bulle a beaucoup de facilité à monter dans le truc. Ça y est. Beaucoup de tuyaux vont circuler dans tout l'espace pour être reconnectés à la grande colonne vertébrale du système. Et en même temps, on va utiliser la force motrice de l'eau, nous aussi, puisqu'on va pomper l'eau de la rivière pour actionner tout ce système. On est un peu dans une fontaine sèche. On va entendre énormément, bon, déjà de goulou finalement, de bruit de bulles d'air, etc. Mais on va aussi entendre l'eau passer dans tous les tuyaux, mais on la verra jamais. On ne veut pas que ça hurle, on ne veut pas que ça râle, on veut des entre-deux sans arrêt. Donc c'est ça qui va nous prendre le plus de temps, c'est évident. Ça c'est le premier. On sera à ce niveau-là. Ouais. Le premier, deuxième, le troisième, quatrième. Là ça monte, hein. Ouais. Ça monte là. Oui, mais là on Ça ira? Ah ok. Bah parfait. On peut essayer, hein. Le cerveau est branché, tout est branché là. Là ça va aussi. Ça va aussi. Ouais. On s'énerve pas si ça fume. Voilà, pression plein. C'est là,
chasse les stalactites dans les bâtiments désaffectés. Et là, on aimerait bien en trouver à tiers. Trouver les fuites sur les toits, et a priori, si le bâtiment il est en ciment, le ciment dans le temps, avec l'eau, justement, il charrie une espèce apparemment t'as du CO2 qui est coincé dans les bulles de ciment qu'on séchait. Et ce CO2, au passage de l'eau, il crée du calcium. Et du coup, c'est pour ça que les stalactites, il y en a pas mal dans les bâtiments désaffectés. C'est que ça les nourrit en fait. Dès que ça passe au travers des fissures, ça nourrit l'eau en calcaire. Et quand je trouve des belles concrétions, je les refais goûter dans le portant. Je refabrique la fuite, mais artificiellement. Et du coup, elles sont sous perfusion et elles continuent leur croissance. Mais pour une fois, en fait, au niveau du regard, finalement. Pourquoi les lustres sont centrifugés? Il y a toujours une géométrie assez parfaite dans le lustre. Il y a toujours un équilibre, en fait. Il y a toujours un axe et il y a toujours, du coup, des branches qui sont parfaitement équilibrées. Et donc ce lustre, moi dans mon esprit, ils avaient vocation en tout cas ils avaient ce potentiel de la rotation, de la rotation autour de leur axe. Et donc les lustres se redessinent. Je suis assez attaché à ce que ce soit des lustres anciens. Il faut que ce soit des lustres. Et d'ailleurs, il y a certains lustres que j'ai utilisés qui sont des lustres qui sont vraiment issus de la période de la bougie. Et donc, ils ont été dans le temps réélectrifiés, mais les branches n'étaient pas faites pour. Donc, les fils électriques passent par-dessus, etc. Tout a été finalement réinterprété par rapport à l'invention de l'électricité. Aujourd'hui, moi, du coup, je prends aussi beaucoup de... Je fais vraiment un pas de côté encore par rapport à cette étape-là du lustre, dans le sens où je les renforce un peu, évidemment. Je change les systèmes d'accroche des pampilles pour que tout puisse quand même mieux résister. Et je ne m'empêche pas de recabler l'électricité, de changer les ampoules flammes à filament par des nouvelles ampoules LED qui tiennent bien mieux, et notamment la centrifuge, parce que voilà, le filament ne tiendrait pas cette force-là. En fait, les lustres, en tournant, créent une vibration dans l'espace. Et ils ont tendance, il me semble, à être encore plus présents que ce qu'ils sont quand ils sont accrochés de manière traditionnelle, notamment parce qu'ils font réellement réagir les ombres et lumières de l'espace, mais aussi des pampilles qui s'illuminent via les lampes des lustres. Et moi, je trouve que ça dévore énormément les espaces. Ça joue réellement avec l'architecture, il me semble. S'il doit y avoir un fil conducteur avec le travail en général que j'effectue, c'est à chaque fois essayer de trouver finalement en fait des propriétés et des caractéristiques qui sont inscrites dans l'objet, mais qui restent à révéler. Il faut finalement exécuter un geste sur le lustre, ici notamment la motorisation, pour en extraire une capacité qui était en lui, mais qui n'était pas développée finalement. Et ça, c'est une particularité dans mon travail, je pense. Une installation multimédia, un peu assez duel, assez double, avec une entrée en matière sur le mur de gauche dans le couloir qui mène à la grotte. On a un ensemble de documents, une documentation extraite de divers fonds iconographiques que je développe depuis une quinzaine d'années. Je travaille beaucoup avec l'archive. Là, par rapport au lieu du creux de l'enfer, par rapport à la grotte, j'ai sélectionné des images de la volcanologie et de la géologie que j'ai mis en lien à des petits métiers tels que les charbonniers, les métiers des forges et du feu, et que je relie à un champ un peu plus hermétique qui est celui de l'alchimie. J'ai fait le choix de sélectionner une image parmi toutes les autres, parmi les 80 diapos, une vue en plongée de la superficie d'un lac recouvert d'algues, des cyanobactéries,
peut-être à l'origine du monde aussi, à l'origine avant l'arrivée de l'oxygène. Et j'ai voulu l'imprimer en grand format pour qu'il y ait une sensation hypnotique. On ne sait pas si c'est de la paille, si c'est un brasier en gros plan, ou des algues, des bouts d'herbe. Une grande image en noir et blanc que je mets en relation et que je mets en confrontation plutôt à l'espace de la grotte qui là présente plutôt la partie objet et sculpture. Donc j'ai fabriqué un disque de cire en cire d'abeille naturelle que j'ai teinté en vert émeraude. Là il y a un travail de pigmentation très intéressant pour trouver le bon vert, un vert qui fait écho à la nature. J'ai repris la forme archétypale circulaire que j'ai amalgamé avec la pierre, la meule des émouleurs. Il est fracturé, divisé, il est creusé de sillons. Ces sillons pourraient évoquer une musique, une écriture originelle, perdue, mystérieuse. C'est ce qui m'intéressait là.